Marina est décédée octobre dernier, donc j'aimerais juste dédier cette présentation à elle parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et vous allez en entendre parler plus longuement durant la présentation. Donc, le plan de ma présentation, c'est que je vais vous parler un peu de ce litige dont vous avez peut-être entendu parler, la Société de soutien aux enfants et aux familles des Premières Nations et l'Assemblée des Premières Nations du Canada contre le gouvernement du Canada. C'est un litige qui dure depuis plusieurs années. Donc, ma présentation, je vais vous parler des allégations de discrimination qui ont été faites, en vous donnant un peu un survol du mécanisme juridique qu'on a utilisé. Je vais vous parler de la réaction du Canada, qui était l'intimé au dossier, la réaction des Canadiens, qui était un peu différente que la réaction du Canada, la victoire des enfants. Donc déjà, je vous donne un aperçu de comment les choses, je ne veux pas dire comment les choses ont fini, parce que des choses ne sont pas encore terminées, et les défis dans la mise en œuvre de la décision qu'on a eue en 2016, la victoire. Et je vais finir avec un appel à l'action pour que vous puissiez participer dans le litige et peut-être influencer ce qui se passe. Peut-être la prochaine présentation finirait sur une note un peu plus positive grâce à votre action. Une petite précision, j'ai le privilège d'être professeur à la faculté au programme de commandement français depuis juillet 2019. Mais j'enlève mon chapeau de professeur. Je ne serai pas du tout objective durant cette présentation. Je serai complètement biaisée envers les intérêts des enfants des Premières Nations et l'intérêt de ma cliente, qui était la Société de soutien aux enfants et aux familles des Premières Nations. Bon, donc, au Canada, en 2007, donc on remonte de 2007 et avant, pour des décennies avant 2007, les services d'aide à l'enfance sur les réserves sont et le sont toujours financés par le gouvernement du Canada. Et donc, les services, quand je parle d'aide à l'enfance, je parle de protection de jeunesse pour ceux qui viennent du Québec, tous les services que l'État fournit pour garder les enfants et les jeunes en sécurité à la maison, dans leur foyer, avec leur famille, et les services aussi qui sont nécessaires lorsqu'on doit appréhender l'enfant et l'amener, par exemple, dans un foyer d'accueil. Donc, sur les réserves, nous, dans le contexte provincial, dans les hors réserve, ces services sont financés et légiférés par les provinces. Sur les réserves, en fait, on est au mois de janvier, sur les réserves, à l'époque, ils étaient financés, ils sont toujours financés par le gouvernement fédéral et il y avait un vide juridique complet. Il n'y avait pas de loi fédérale sur l'aide à l'enfance qui encadrait ces services financés par le gouvernement fédéral, offerts aux enfants des Premières Nations habitant sur des réserves. Donc, le gouvernement, à l'époque de la plainte, finançait des services pour environ 160 000 enfants à travers le Canada, à travers des politiques, à cause qu'il n'y avait pas de loi. C'était des politiques de financement. Depuis longtemps, ça a été très bien documenté que le gouvernement fédéral sous-finançait les services offerts sur les réserves. Donc, pour ceux qui sont des étudiants de droit, vous avez certainement pris des cours d'égalité, l'article 15 de la Charte canadienne. Au Canada, on parle souvent d'égalité réelle. Donc, par exemple, des gens avec des différents besoins, parfois ont besoin de différents services, et qu'au Canada, on a rejeté ce concept d'égalité formelle, où on parle de traiter des gens pareils. En 2007, au Canada, il n'y avait même pas d'égalité formelle pour les enfants des Premières Nations. Les enfants des Premières Nations avaient moins d'argent, recevaient moins de financement pour les services d'aide à l'enfance que les autres non-autochtones, les non-Premières Nations habitant hors réserve. Et on estimait de 21 à 34 moins de financement. Donc, on n'était même pas rendu à l'égalité réelle comme l'exige l'article 15 de la Charte. On n'était même pas proche. On était dans une situation de discrimination directe. C'était confirmé dans des rapports gouvernementaux, dans des documents internes, dans des rapports d'experts. Le gouvernement donnait moins.
Aussi, ce que le gouvernement finançait était aussi très problématique parce que dans toutes les provinces au Canada, on reconnaît, les lois exigent en fait que dans les services d'aide à l'enfance, l'État devrait investir toutes les ressources possibles pour garder l'enfant en sécurité dans son foyer et prévenir des appréhensions. Et c'est parce que les lois l'exigent, ce n'est pas une question de politique, qu'on doit investir de façon proactive pour éviter à tout prix les appréhensions. Et c'est seulement lorsqu'on a épuisé tous les mécanismes possibles que l'État peut par la suite appréhender l'enfant et le mettre dans un foyer d'accueil. Ça, c'est universel. En 2007, au Canada, sur les réserves, le gouvernement fédéral ne finançait pas les mesures de prévention sur les réserves. Il n'avait pas de services financés pour garder les enfants en sécurité dans leur foyer. Donc, souvent, il y avait des travailleurs sociaux sur les réserves qui voyaient, ah, cette famille a besoin de ces services-ci. Et ils ne les avaient pas, ils n'étaient pas financés. La situation détériorait à un point où que l'appréhension était inévitable, mais qui aurait pu être prévenue si ces enfants-là auraient eu le droit des services qui étaient offerts hors réserve. Donc, les conséquences de ça, le sous-financement, mais aussi la formule de discrimination de qu'est-ce qu'on finançait et qu'est-ce qu'on ne finançait pas, parce que notez qu'une fois que l'enfant était appréhendé, là, le gouvernement payait. Et en fait, qu'est-ce qui arrivait? C'était souvent, ça créait des incitatives pour appréhender l'enfant. Par exemple, un enfant avec une déficience qui a besoin des services médicaux spéciaux ou un enfant, un adolescent avec des problèmes de dépendance. Sur la réserve, les services préventifs n'étaient pas financés, donc non, pas de service pour monsieur. Mais s'il était dans un foyer d'accueil hors réserve, là, le gouvernement payait tout. Donc, la formule de financement encourageait les appréhensions. Et les impacts de ça étaient tragiques et le sont toujours. On a tous entendu parler des écoles résidentielles, des pensionnats. Il y a toute une autre génération d'enfants de Premières Nations qui se font enlever de leur famille. Vous allez devoir vous excuser comme vos enfants vont devoir s'excuser comme nous on le fait. Parce qu'il y a toute une génération d'enfants qui sont retirés de leur communauté, privés de leur langue et de leur culture, qui perdent ce lien essentiel, tout comme les écoles résidentielles. Et la preuve dans le dossier, on a eu une des commissaires, qui était commissaire pour la commission sur les pensionnats, qui a dit, tu sais, avant que moi j'ai commencé mon mandat, j'appréhendais tellement d'entendre, j'avais peur de comment ça allait me bouleverser d'entendre le témoignage des survivants des écoles résidentielles, puis d'entendre parler de l'abus sexuel ou de l'abus physique qui ont survécu dans les écoles résidentielles. Puis elle a dit, sans exception, ce que les survivants disaient était que la pire séquelle pour eux, c'était d'être retirés de leur famille, puis retirés de leurs parents, d'avoir perdu ce lien. Et là, on est en train de recréer encore cette séquelle-là, encore aujourd'hui. Et donc, il y a plus d'enfants encore aujourd'hui dans le système d'aide à l'enfance, aujourd'hui au Canada, plus d'enfants de Première Nation qu'il y avait à n'importe quel moment dans les écoles résidentielles. Et les taux d'appréhension sont environ 10 fois plus élevés pour les Premières Nations. Donc, il y a des communautés entières où il n'y a presque pas de jeunes. Tout le monde est dans le système d'aide à l'enfance. Et il y a un lien direct entre les écoles résidentielles et ces appréhensions, des taux d'appréhension très élevés et aussi, évidemment, le sous-financement, comme je viens de vous dire. Un autre problème pour les enfants habitant sur les réserves, c'est l'article 91 et 92 de la loi constitutionnelle de 1867. Donc, moi, j'ignorais de quoi il s'agissait avant que j'avais commencé l'école de droit, mais pour les enfants des Premières Nations, ces dispositions de la loi constitutionnelle sont omniprésentes dans leur vie. Parce que chaque fois qu'ils veulent accéder à un service, ils doivent naviguer les différents paliers de gouvernement. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai 2 filles. J'ai une fille qui va à la garderie, l'autre fille a 6 ans, elle va à l'école.
Si elle se blesse, elle va à l'hôpital Montfort, la province paie tout. Je n'ai pas du tout besoin de penser à l'article 91 ou l'article 92 de la loi constitutionnelle. Pour un enfant de Première Nation, c'est hyper compliqué. Un exemple, c'est Jordan River Anderson. C'est un petit garçon, sa mère venait de Norway House au nord du Manitoba. Elle a eu une grossesse complexe et donc elle a dû accoucher à Winnipeg, à 400 km de sa communauté. Et quand Jordan est né, il y avait des problèmes médicaux assez complexes et des déficiences. Et il a été hospitalisé, il devait absolument rester à l'hôpital. Mais à l'âge de 2 ans, son équipe médicale a donné feu vert à sa famille pour le rentrer à la maison. Mais Jordan, ayant des besoins particuliers, des besoins médicaux particuliers, avait besoin de certains soutiens à domicile. Des soutiens qui étaient disponibles au Manitoba en réserve. Donc, si ça aurait été ma fille, il n'y aurait eu aucune question, elle serait rentrée à la maison, elle aurait eu les services dont elle avait besoin, elle aurait passé du temps avec ses parents dans sa maison. Mais vu que Jordan était un enfant d'une Première Nation, le gouvernement du Manitoba ne voulait pas payer pour ses services. Il disait, on ne veut pas créer un précédent, c'est pas clair, l'article 91, 92 de la Constitution. Donc, ils ont appelé le gouvernement du Canada, Santé Canada. Santé Canada dit, ben nous non plus, on ne veut pas payer pour ça. Santé Canada appelle le ministère des Affaires indiennes, ben nous non plus, on ne veut pas payer. Là, les téléconférences commencent. Entre eux, des rencontres, on voit des autres jours. On parle de Jordan comme précédent. On ne veut pas créer un précédent, ce n'est pas notre domaine de compétence. Et entre-temps, Jordan reste à l'hôpital. Et donc, les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des saisons. Et le petit garçon reste à l'hôpital. Les saisons deviennent des années. Et les fonctionnaires continuent à réunionner. On a des notes, des énormes notes, des longues notes, des discussions, qui va payer pour son lit, puis qui va tenir, puis précédent. À l'âge de 5 ans, Jordan est mort dans l'hôpital à Winnipeg, sans avoir jamais quitté l'hôpital, sans avoir mis pied dans son foyer, sa communauté. Il n'y a aucun doute que la raison pour laquelle il est mort dans l'hôpital et qu'il n'est pas rentré chez lui et qu'il n'avait jamais vu ses frères et ses sœurs, c'est parce qu'il est un enfant de Première Nation. Tout autre enfant aurait pu rentrer, quitter et rentrer chez eux. Donc, et ça, c'est la situation en 2007. Et ce genre de conflit entre les différents paliers de gouvernement ont lieu littéralement tous les jours pour les enfants habitant sur les réserves. Des choses que nous, on pense complètement évidentes sont très compliquées, les services. Un autre exemple, c'est Jeremy Beadle, sa maman Marina. Jeremy aussi est né avec des problèmes médicaux, plusieurs déficiences, et sa mère s'en occupait. Les médecins ont dit Jeremy ne va pas pouvoir communiquer, mais Marina, c'est une force de la nature, une mère très dévouée. Elle s'occupait de son fils. Ils ont trouvé des façons de communiquer ensemble. Elle était avec lui toujours. Il chantait, il dansait, il allait à la plage, il allait à des powwows. C'est un petit garçon très éveillé, très heureux quand il était avec sa maman. Quand il n'était pas avec sa maman, il paniquait, il se frappait, il se blessait. Il devait être avec sa maman. Quand Jeremy a eu 15 ans, Marina elle-même tombe malade et a besoin des mêmes services médicaux qu'elle fournit normalement, ou les soins qu'elle fournit normalement à son fils. Elle doit porter des couches. Elle est incapable de cuisiner pour elle-même. Elle a besoin juste de l'aide de se lever du lit. Donc, elle regarde, elle habite en Nouvelle-Écosse, elle regarde, justement, il y a un service en Nouvelle-Écosse, qu'il y a des services du soutien à domicile pour des gens malades comme moi. Elle demande des services. Elle demande des services pour son fils. Et ils disent, ben, c'est compliqué, tu habites sur une réserve. Demande à ta banque. La banque demande du financement aux affaires indiennes. Il dit, ben, ça, c'est un problème de santé. Allez voir Santé Canada. On refuse la demande de financement. Et ce qu'on propose comme solution de rechange, c'est les soins à domicile coûtent beaucoup d'argent. Au lieu, pourquoi ne pas mettre Jeremy dans une institution à 200 km de chez vous? Un petit garçon qui n'a jamais quitté sa communauté, allez le mettre à 200 km dans une institution qui d'ailleurs coûte plus cher que les services revendiqués par sa maman. Donc sa maman, quand elle-même est malade, quand l'État menace de prendre son fils, elle va en cours.
Elle poursuit le gouvernement, elle dit que c'est discriminatoire. Et ce qu'elle dit, elle évoque la situation de Jordan, parce qu'après la mort de Jordan, tout le monde les militants pour les droits des Premières Nations, les gens de Premières Nations se sont dit que ça ne peut plus se reproduire. Ces conflits entre les différents paliers de gouvernement qui font en sorte que nos enfants sont privés de services, c'est la discrimination. Donc, ce qu'on propose comme solution, c'est le principe de Jordan. C'est que le premier palier de gouvernement qui est approché pour fournir un service qui est offert hors réserve doit financer ce service. Et ça ne crée pas de précédent. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ça ne veut rien dire par rapport à l'interprétation de 91 et 92 de la loi constitutionnelle. Vous payez et après, vous pouvez avoir votre téléconférence et, s'il y a lieu, recevoir des remboursements du palier du gouvernement qui est responsable. Ça, c'est le principe de Jordan. C'est le premier palier de gouvernement doit payer et entre-temps, vous pouvez avoir vos rencontres, mais ne privez pas l'enfant du service en attendant. Donc, Marina Beadle tente de faire valoir son droit. Elle dit, prenez pas mon fils. Elle poursuit le gouvernement du Canada à la Cour fédérale et elle a gain de cause. La Cour fédérale ordonne le gouvernement du Canada à payer des services qui sont offerts, financés hors réserve. Donc, dans notre plainte, et moi je représentais, donc, une plainte de droit de la personne, 2 allégations de discrimination principales. D'abord, le sous-financement des services d'aide à l'enfance et deuxièmement, on allègue que ces conflits entre les différents paliers du gouvernement qui ont pour effet de priver des enfants de Premières Nations des services qui sont autrement disponibles sont de la discrimination basée sur la race ou l'origine ethnique. Donc, on fait une plainte de droit de la personne. On dépose, donc moi je représente avec une équipe, on est 4, je vais vous parler de notre équipe plus tard. On représente la Société de soutien à l'enfance et aux familles des Premières Nations du Canada et avec l'Assemblée de Premières Nations, on poursuit le gouvernement du Canada. La réaction du Canada, donc on fait une plainte de discrimination. Pour ceux qui ne connaissent pas les lois sur les droits de la personne au Canada, dans toutes les provinces où au gouvernement fédéral, il y a une loi qui interdit la discrimination dans certains domaines. Au fédéral, c'est la loi canadienne sur les droits de la personne qui interdit la discrimination dans le contexte des services, de l'emploi, du logement, par exemple. Nous, on a allégué que le gouvernement discriminait contre les enfants des Premières Nations dans la prestation des services d'aide à l'enfance. Donc, on dépose la plainte, la commission enquête, oui, absolument, on réfère au tribunal. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il va en guerre. Il déploie une énorme équipe juridique pour contester tous les aspects de la plainte sur des questions techniques. C'est clair que le gouvernement ne veut pas que la plainte soit entendue sur le fond parce que la preuve est tellement claire que du sous-financement, que c'est discriminatoire. Donc, ils tentent de faire des questions, de plaider des questions techniques pour faire rejeter la plainte de façon technique. Ils disent, il n'y a pas de groupe comparateur. Nous, on finance seulement les Premières Nations. Donc, il n'y a personne à qui vous pouvez nous comparer. Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas nous poursuivre. Vous ne pouvez pas nous comparer aux services offerts par les provinces. C'est injuste. Il dit aussi, nous, on finance le service, mais les services d'aide à l'enfance, c'est les agences sur les réserves qui vont les offrir directement aux enfants. Évidemment, le problème avec cet argument, c'est que les agences, s'ils reçoivent moins d'argent, ils sont incapables de fournir un service égal. Donc, ils font une motion pour faire rejeter la plainte de façon préliminaire, déploient une énorme équipe juridique. En tout, le gouvernement a dépensé environ 15 millions de dollars en frais juridiques à l'argent de vos taxes là, pour financer les avocats, pour bafouer les droits des Premières Nations. Et ils ont aussi coupé le financement
de ma cliente, la Société de soutien aux enfants et aux familles des Premières Nations. Tout à coup, ils ne recevaient plus de financement du gouvernement et ils ont même commencé, les avocats du gouvernement, à comme espionner notre client, donc à regarder sa page Facebook. On a fait des demandes d'accès à d'informations, puis on voyait qu'il prenait des captures d'écran de ce qu'elle gazouillait, ses messages sur Facebook, pour voir si peut-être elle avait fait la plainte pour d'autres motifs, des motifs sinistres, cette personne. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo, mais vraiment, ça c'est la professeure Cindy Blackstock, qui est la directrice de l'organisme que je représentais, mais elle a carrément été espionnée par le gouvernement fédéral. Ils sont allés regarder dans son dossier pour vérifier si elle était une vraie indienne, parce qu'ils voulaient vraiment miner à sa crédibilité. Donc, le gouvernement voulait vraiment attaquer sa crédibilité. Il y a une vidéo sur un site web qui s'appelle Voices. Allez le regarder. On a fait une plainte de représailles au tribunal de droits de la personne et on a eu gain de cause. On a obtenu 10 000 en dommages-intérêts pour les représailles, les actes de représailles faits par le gouvernement suite au dépôt de la plainte. Ce qui est plus encourageant, c'est la réaction des Canadiens. Après qu'on a déposé la plainte, et moi j'ai commencé à travailler sur le dossier en 2009, c'est que vu que c'était une plainte de discrimination systémique qui touchait les droits des enfants, on pensait vraiment que c'était important d'être transparent, puis de permettre aux enfants de se renseigner par rapport à ce qui se passait dans un dossier qui touchait vraiment leurs droits. Donc, on a créé un site web qui s'appelle, en anglais, « Je suis un témoin », « I am a witness ». C'était pas une question de venir témoigner, mais on invitait les gens de suivre le déroulement de la cause et de décider eux-mêmes s'ils croyaient que le Canada discriminait contre les enfants des Premières Nations. Donc, chaque fois qu'on allait devant le tribunal où on déposait un document, on l'affichait sur ce site web et les gens pouvaient vraiment suivre de près ce qui se passait dans la cause. Et donc, les gens qui s'engageaient à être témoins, c'était pas comme signer une pétition. On voulait vraiment qu'ils décident eux-mêmes s'il y avait de la discrimination. On ne voulait pas que ce soit déjà, on ne voulait pas les influencer dès le début. Et la campagne a fait comme effet boule de neige. Comme petit à petit, au début, il y avait comme une centaine de personnes qui nous suivaient, mais petit à petit, les jours d'audience, la salle devenait de plus en plus comble. Et il y a des jours qu'elle était pleine et qu'on a dû ouvrir une deuxième salle d'audience. Et c'était surtout les enfants qui s'intéressaient, des enfants de Première Nation, mais aussi pas des enfants qui n'étaient pas Première Nation, qui venaient et qui ont même comme créé des T-shirts qui disaient Show First Nations kids that you care enough to watch over them. Il y a eu plein de campagnes et se sont vraiment appropriés du mouvement. À chaque année au Parlement, maintenant, il y a une manifestation, la Saint-Valentin. Ça s'appelle Have a Heart Day, ayez un cœur. Et vous pouvez aller avec, il y a toujours des milles d'enfants qui chantent des chansons, qui lisent des poèmes, qui demandent à nos politiciens d'avoir un cœur et de démontrer la compassion envers les enfants des Premières Nations. Donc voilà ma fille, à chaque année, on va manifester au Parlement, demander l'égalité réelle pour les enfants des Premières Nations. Et la voici quand elle était un bébé. Elle venait aussi à l'audience avec moi. Donc, les gens voulaient vraiment suivre, puis ils étaient insatisfaits juste de voir, de lire les documents sur le site web. Petit à petit, les gens ont dit, bien, on aimerait ça pouvoir le voir, mais c'est hyper cher de se déplacer à Ottawa. Donc, l'APTN, the Aboriginal People's Television Network, a fait une requête pour demander de téléviser l'audience, de filmer et de téléviser l'audience. Et ça n'avait jamais été fait au Canada. Et surtout, c'est comme un dossier de première instance, il n'y avait aucun précédent où une cour ou un tribunal permettait l'accès à des caméras, de filmer des témoins, des avocats qui prennent des notes, les contre-invatoires, tout ça. Ça n'avait jamais été fait. Donc, l'APTN a fait cette requête et on a perdu en première instance, mais on est allé à la Cour fédérale. Et je peux vous dire, c'était un des meilleurs moments de ma carrière
parce qu'on attendait tellement de monde qu'on a dû avoir l'audience à la Cour suprême, dans les grandes salles à la de la Cour suprême, où la Cour fédérale siège de temps en temps. Et le matin, on était là, les avocats, on était tout togés avec nos trucs, nos documents, on parlait de regarder notre cahier de jurisprudence. Puis tout à coup, les grosses portes s'ouvrent et c'est une rangée d'enfants. Un enfant rentre, deux enfants, trois, quatre, cinq, six, sept. Et petit à petit, la salle était comble. Et les enfants se sont assis là pour 2 jours sans dire un mot, à écouter nos arguments. Je peux dire que c'était super. C'était comme, tu sais, ils rentraient, puis c'était comme, tu sais, les clowns qui sortent du truc de téléphone ou d'un auto, comme le juge a arrêté. Je pense pas qu'il avait jamais vu des enfants dans sa salle d'audience. Les avocats du ministère de la Justice sont devenus rouges. Mais les enfants sont restés pour 2 jours. Puis, tu sais, dans la pause, ils me posaient des questions, puis ils me donnaient des high-fives, mais ils étaient vraiment engagés. Et comme preuve, au lieu de plaider à la charte, tu sais, les PTN a plaidé, ils ont dit on a un droit à l'article 2B, c'est la liberté d'expression, on a le droit de filmer et de diffuser l'audience. Et nous, au lieu, comme preuve, ce qu'on a dit, tous les gens qui s'étaient engagés comme témoins, on leur a demandé de fournir des affidavits et des lettres pour dire pourquoi ils voulaient voir l'audience à la télévision. Et on a eu une réponse incroyable. Des gens de tous les coins du pays ont répondu, ils ont envoyé des lettres pour, c'était des Autochtones, des non-Autochtones, des jeunes, des vieux qui disaient moi, je veux savoir, parce que moi, je veux entendre l'histoire. Moi, je suis canadienne, je suis non-autochtone, mais pour moi, la réconciliation, ça veut dire savoir ce que le gouvernement fait. Puis j'ai un engagement, puis je tiens ça à cœur, puis je veux que ce soit télévisé parce que je veux le voir. Je veux voir ce que mon gouvernement va dire devant le tribunal. Il y avait une survivante du système d'aide à l'enfance qui commençait son diplôme de travail social, qui elle-même avait des enfants, qui a dit dans son affidavit que toute sa vie, après avoir été grandi dans un foyer d'accueil, toute sa vie, elle pensait que ses parents n'étaient pas des bons parents, que ses parents ne l'aimaient pas. Et que là, tout à coup, elle commençait à se rendre compte que ses parents n'avaient pas eu une chance égale de l'appuyer, puis que c'était important pour elle de voir le gouvernement répondre à ces allégations-là. C'était important pour ces jeunes de voir qu'il n'y avait pas le droit à un traitement égal, puis que cette transparence dans le processus, pour elle, c'était le premier pas envers l'égalité. Et donc, elle a fourni cet affidavit-là, et donc, quand on est arrivé à la Cour fédérale, il y a un film de Noël là, où les enfants tentent de prouver c'est qui le Père Noël, puis ils ont toutes les lettres du Père Noël. C'était un peu comme ça. On a dit, on veut que ce soit télévisé. Puis on avait toutes les lettres des jeunes de partout autour du Canada qui disaient, on veut absolument regarder cette émission, s'il vous plaît. Et ça fait une différence parce que la Cour fédérale a renversé la décision du tribunal et a dit que la preuve est tellement forte, les voix sont fortes, les gens veulent le regarder. Puis il n'y a aucune preuve de préjudice au gouvernement du Canada. Je renverse la décision et le tribunal doit permettre l'accès aux caméras et permettre l'audience d'être diffusée. C'était la première fois que ça a été permis dans un tribunal de droits de la personne au Canada. Et maintenant, c'est utilisé comme précédent dans d'autres causes touchant les droits des Autochtones pour permettre l'accès aux caméras. Et juste pour conclure, dans sa décision, le juge en chef de la Cour fédérale, le premier paragraphe, il a dit « Cette cause est importante pour les Canadiens » et il a cité Verna Colley, cette femme survivante du système d'aide à l'enfance qui expliquait pourquoi c'était important. Donc, ça fait ce mouvement social qui a appuyé notre cause, non seulement que ça nous a aidé à mobiliser les politiciens, mais ça a eu un impact aussi dans le sort de notre cause, parce que ça nous a permis de renverser la décision du tribunal de droits de la personne et donner accès aux caméras. Donc, les deux, il y avait une relation symbiotique entre le mouvement social et notre dossier, notre litige.
Um, les gens, de plus en plus, les gens ont commencé à gazouiller au sujet du dossier. Quand ils venaient dans la salle d'audience, tout le monde était là, ils prenaient des photos. Voici l'avocat de justice, voici ce qu'il plaide. On gazouillait, c'était sur Facebook. Et surtout, ce gouvernement, le dernier gouvernement, était moins préoccupé de ce qui se passait sur les médias sociaux, mais ce gouvernement est très préoccupé. Et je vais vous donner un exemple. Un autre exemple d'une maman exceptionnelle, elle s'appelle Carolyn Buffalo. C'est une maman qui habite en Alberta, ma province natale. Donc, j'ai pris son dossier pro bono, qui a un fils, Noah, qui a aussi des besoins médicaux assez importants, des déficiences. Et elle habite sur une réserve. Et quand Noah a voulu s'inscrire à l'école, le gouvernement ne voulait pas financer son autobus. Ils ont dit, oui, il peut aller à l'école. Il y avait des soins adaptés pour lui là, heureusement. Mais le gouvernement a dit, non, non, c'est pas à nous. Tu peux aller voir la province. La province dit, ben, on ne finance pas les autobus sur les réserves. Peut-être par la Santé Canada. Santé Canada dit, ben, c'est pas un problème de santé. Donc, blablabla, ils se parlent. Et donc, moi, j'ai représenté, elle a fait une plainte de droit de la personne. Lui est en maternelle. Entre-temps, maman conduit une demi-heure chaque direction, donc 2 heures par jour pour amener Noah à l'école à chaque jour. Donc, elle ne peut pas travailler. Et elle fait ça jusqu'à ce qu'il est en 4e année. Et là, finalement, la Commission des droits de la personne, on organise une médiation. Moi, j'espère de régler ce dossier. Je travaille vraiment fort sur un mémoire de médiation. Je parle à des témoins potentiels. Je m'y donne corps et âme. Pour une semaine, je travaille sur ce dossier-là. C'était vraiment bon. Mais là, donc, je parle à l'avocat. L'avocate, hey, as-tu lu mon mémoire? Tu veux-tu régler? Elle dit non. Donc, je dis, ben, on a une médiation, on s'en va en Alberta. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben, on peut parler, mais non, nous, on ne va pas régler. OK. Donc là, c'est 9 h du soir. Je ne sais pas si j'achète mes billets pour l'Alberta. J'ai dit, ah, ben, je veux gazouiller. J'étais pas mal choquée. J'envoie un tweet. Il y avait même une erreur de frappe dans mon tweet. Mais je tag Carolyn Bennett, je tag Jane Philpott. Je dis, pourquoi vous discriminez contre Noah? Je la tag ma cliente. Ça n'a pas de bon sens. Je me réveille le matin. Plein de monde ont partagé. Il y a des journalistes qui s'intéressent. APTN font une histoire. CBC font une histoire. 24 heures plus tard, la ministre personnellement appelle ma cliente pour s'excuser et pour régler. Dans une semaine, Noah avait un autobus. Ça avait pris 5 ans. C'est pas mon bon mémoire qui a fait la différence, c'était un tweet. Donc, juste pour vous dire que tout ce mouvement social a eu un impact. C'était une victoire, ça c'est une victoire accélérée qui n'aurait pas été possible devant les tribunaux. Donc, avant de vous parler de la décision, je vais vous parler de mes collègues. Tout le monde a travaillé de façon pro bono. Sébastien Gramont, qui est maintenant juge à la Cour fédérale, a travaillé de façon pro bono. David Taylor et Sarah Clark sont 2 personnes exceptionnelles. Et pour eux, c'était vraiment un gros, je ne veux pas dire fardeau, mais c'était plus difficile de prendre ce dossier parce qu'ils sont en pratique privée. Donc, travailler gratuitement en pratique privée ne veut pas juste dire que tu ne te fais pas payer, ça veut dire que tu perds l'argent parce que tu continues d'avoir des dépenses. Tu dois payer ta secrétaire et ton loyer. Donc, et maintenant, moi, je reviens d'un congé de maternité, je suis nouvelle prof, ils continuent vraiment à faire le gros du travail. Donc, je voulais juste vous souligner leur énorme contribution. C'est des personnes, des avocats exceptionnels. Donc, janvier 2016, finalement, après 75 jours devant le tribunal, victoire pour les enfants. Le tribunal rend sa décision et le tribunal accepte toutes les allégations de discrimination qu'on a faites. Sous-financement, principe de Jordan, tout est discriminatoire. Le gouvernement non seulement discrimine, il sait qu'il discrimine, il sait depuis très longtemps. Et ce qu'il dit dans ses motifs, d'abord, il rend juste une décision sur la discrimination, puis on va se pencher sur la réparation plus tard. Mais la décision donne un avant-goût de ce qui s'en vient. Parce que le tribunal dit les principes de droit de la personne, tant canadien qu'international, le tribunal s'appuie sur le droit international,
dit que le gouvernement est obligé de tenir compte des besoins distincts et de la situation particulière des enfants et des familles des Premières Nations vivant sur les réserves, y compris leur situation et besoins culturels, historiques et géographiques. Donc, le tribunal rejette qu'on doit juste offrir du financement pareil. Le standard établi par le tribunal pour avoir l'égalité pour les enfants des Premières Nations, c'est ça doit être un service ou du financement qui permet d'offrir un service qui tient compte des besoins culturels, historiques et géographiques. Ça, c'est un standard d'égalité que j'ai jamais vu dans une cause au Canada. Je pense que c'est transformateur. Et ici encore, on parle de l'approche du gouvernement au service d'aide à l'enfance. Il dit, jusqu'à présent, je résume, l'approche du gouvernement au service d'aide à l'enfance, c'est un peu comme mettre des piliers sur une maison avec une fondation qui a besoin d'être réparée. Puis éventuellement, tu peux mettre tous les piliers que tu veux, mais éventuellement, il faut démolir la maison, construire une nouvelle fondation, puis reconstruire ta maison. Donc, pour les réparations, c'était clair que le tribunal n'envisageait pas de mettre des petits pansements ici et là pour ajuster le système. Le tribunal voulait vraiment qu'on repense le système. Pour moi, comme féministe, ça veut dire, c'est comme si un tribunal dit comme, faut éliminer le patriarcat. C'est vraiment radical comme décision. C'est comme pour une personne avec une déficience, ce serait de dire, faut détruire fauteux. Arrêtons de construire des rampes. Cet édifice est inaccessible. On va repenser fauteux puis construire un édifice qui tient compte des besoins des personnes avec des déficiences. Si on applique cette analyse-là, c'est de vraiment complètement recommencer à zéro. Donc, nous, on est super contents. C'est janvier 2016, le gouvernement des libéraux vient tout juste d'être élu. Par de réconciliation, il n'y a aucune relation plus importante pour le gouvernement libéral que celui avec les peuples des Premières Nations, des Autochtones au Canada. Le tribunal rend cette décision. Yes! Comme les choses vont changer, on a vraiment hâte. Puis le tribunal dit, OK, on va rendre des décisions sur les réparations. Le Canada dit non, non, non. Attendez, le budget va sortir. Puis là, le budget, on a hâte de voir ce budget-là. De ce gouvernement qui veut vraiment tourner la page. Qu'est-ce qu'on voit dans le budget de 2016? On lit le budget, puis les chiffres n'ont pas changé. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que les niveaux de financement des services d'aide à l'enfance sont basés sur des formules de financement que le tribunal a conclues comme étant discriminatoires. Et donc là, le gouvernement libéral est devant un tribunal qui est en train de défendre des chiffres conservateurs puis dire, vous ne devez pas nous ordonner à faire quoi que ce soit. Donc, le jour de la décision, les deux ministres sont sortis, on accepte la décision, réconciliation, on remercie le tribunal pour son travail, ils ne vont pas en appel, mais au lieu, ce qu'ils font, c'est qu'ils ignorent la décision carrément. Ils font littéralement rien pour ajuster le niveau de financement pour tenir compte de la décision. Une décision contraignante. Donc, le budget de 2016 est basé sur des calculs que le tribunal a dit c'est contre la loi. C'est discriminatoire, donc c'est contre la loi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment, est-ce qu'on, outrage au tribunal contre Justin Trudeau? C'est vraiment du no man's land juridique. En même temps, juste pour vous illustrer des conséquences vraiment tragiques, une communauté au nord de l'Ontario, ils lisent la décision, ils ont des attentes très élevées par rapport à ce que promet, ce que dit le gouvernement, puis aussi c'est une décision contraignante. Ils disent, le tribunal a dit qu'on a le droit à l'égalité réelle. Ça veut dire tenir compte de notre situation géographique, historique, géographique. Nous, on est une communauté où on est isolé. On n'a aucun service de santé mentale financé par l'État. Croyez-vous ça, en 2016, le gouvernement fédéral ne finançait pas les services de santé mentale sur les réserves. Il n'y avait aucun service de santé mentale financé sur les réserves.
Donc, cette communauté dit, on a lu la décision, on va faire une demande de financement au gouvernement parce qu'ils apprennent qu'il y a un pacte de suicide. Puis je vais pas dire des adolescentes, c'est des filles. Des filles de 12 ans dans leur communauté ont fait un pacte de suicide. Ils déposent une demande urgente de financement pour des services urgents de santé mentale. Le gouvernement ignore la demande. Et par la suite, en contre-interrogatoire, on a dit, ben pourquoi vous n'avez pas financé ces services? Ils vous ont dit qu'il y avait des enfants qui étaient à risque de mourir. Et la réponse, it was an awkward time in the funding cycle. Et quelques mois plus tard, 2 filles meurent de suicide. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose 2 requêtes d'urgence pour avoir des ordonnances très précises par rapport à ce que le Canada doit faire pour se conformer à la décision. On veut des ordonnances claires pour qu'il n'y ait pas de marge de manœuvre, pas de zone grise. Si c'est assez clair pour qu'on puisse les déposer à la Cour fédérale. Puis si jamais il y a de l'inaction, on peut faire des demandes de requête outrage au tribunal. Donc, on demande d'abord le financement équitable qui tient compte des besoins historiques, culturels et géographiques des enfants des Premières Nations. Et on demande la pleine mise en œuvre du principe de Jordan. Et le tribunal accepte nos 2 demandes et rend 2 décisions encore absolument formidables qui acceptent toutes nos demandes. Et pour le financement, l'argument du gouvernement était, et je vous demande de vous méfier jusqu'à maintenant, désormais, méfiez-vous quand vous entendez ce gouvernement dire on doit consulter avant d'agir ou on doit discuter d'avant d'agir. Parce que pour moi, consulter et respecter les droits de la personne, consulter, ce n'est pas une excuse pour violer les droits de la personne. Tu peux respecter les droits de la personne et après consulter puis améliorer. Mais tu ne peux pas discriminer pendant que tu consultes. Donc, pour moi, c'est une fausse dichotomie que le gouvernement présente constamment dans les médias, que, avec les Autochtones, c'est compliqué, il faut consulter, mais je pense qu'il n'y a personne qui va dire, donnez-nous moins d'argent. Tu n'as pas besoin de consulter là-dessus. T'sais? Donc, le gouvernement, quand on a dit, ben, vous devez financer de façon appropriée, ils ont dit, ben, il faudrait consulter. Puis, donc, ça faisait 1 an qu'ils faisaient littéralement rien. Et on a dit, ben, OK, qui avez-vous consulté? Ces consultations semblent vraiment importantes. Personne. On contre-interroge les témoins. Ils ne peuvent pas produire un nom d'une personne ou d'une communauté qui ont consulté pour 1 an après avoir reçu la décision. Donc, ce qu'on demande comme solution temporaire, en attendant que le gouvernement consulte, c'est que financer selon le besoin. Et si une communauté vous dit, on a besoin de ce service, financez-le. Parce que pour trop longtemps, le gouvernement sauvait de l'argent sur le dos des Premières Nations. Puis on sait que la discrimination, le statu quo créait toute l'incitative pour le gouvernement de prendre son temps dans ses consultations. Donc, ce qu'on a dit, financez selon le besoin, puis là, ça va vous coûter cher, puis vous allez devoir consulter plus rapidement. Et c'est ce que le tribunal a accepté. Pour l'instant, une communauté, dans la mesure où ils peuvent démontrer qu'un service d'aide à l'enfance est nécessaire pour leurs besoins culturels, historiques et géographiques, le gouvernement doit signer le chèque. Et pour le principe de Jordan, on a eu vraiment une super réparation. Le gouvernement doit vraiment prendre des mesures proactives pour promouvoir le principe de Jordan. Il doit mettre des affiches dans les écoles, des publicités sur APTN. Il y a une ligne de téléphone 1-800, 24 heures par jour pour recevoir les demandes. Le gouvernement doit traiter les demandes dans 24 heures et à chaque fois qu'il refuse une demande, il doit l'écrire dans un rapport, le rapporter au tribunal. Nous, on a le droit d'être contre-interrogés pour voir pourquoi ils ont refusé cette demande. Le tribunal est vraiment saisi de l'affaire puis veille vraiment au respect de ces ordonnances. Il y a tout un processus que le tribunal est saisi et veut vraiment s'assurer que le gouvernement ne profite plus de ces zones grises-là. Donc, ça, c'est la situation pour l'instant. Aussi, en septembre, et donc, depuis notre ordonnance, plus de 500 000 services
ont été offerts à travers du Canada sous Jordan's Principle. 500 000. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Des gens qui étaient des enfants qui qui étaient refusés des services, l'ont demandé par ce mécanisme créé en vertu de l'ordonnance du tribunal. Et le tribunal a rendu cette ordonnance. Encore, on a gain de cause. Le tribunal décide chaque enfant, depuis 2006, qui a été appréhendé pour des motifs discriminatoires, a le droit à 40 000 40 000 parce que le gouvernement savait très bien qu'il discriminait et continuait sa pratique discriminatoire. Les parents, ou dans le cas où l'enfant n'était pas pris en charge des parents, les grands-parents ont droit à cette compensation-là. Donc, le gouvernement a contesté l'ordonnance, mais a fait une demande de sursis. La demande de sursis a été refusée. Sursis ou sursoir, je me trompe. La demande a été refusée, donc on est présentement en train de parler de comment ils vont distribuer l'argent, mais entre-temps, le gouvernement conteste la décision à la Cour fédérale. Mais ça, c'est important parce que c'est important d'indemniser les victimes de discrimination, mais c'est la première fois où le gouvernement va avoir un incitatif financier de cesser sa discrimination dans d'autres services pour les enfants des Premières Nations. Et parce que voilà où on en est pour l'instant. On a eu des super bonnes décisions du tribunal pour les services d'aide à l'enfance. Je ne dirais pas que les services sont rendus égaux, on n'est pas encore rendus là, mais il y a une bonne base. Donc, il y a une patte de la chaise qui est très, très forte. Mais toutes les autres pattes de la chaise sont cassées. Parce que la façon que la loi sur les droits de la personne est formulée, c'est qu'on doit vraiment formuler des plaintes axées sur un seul service. Nous, on a choisi l'aide à l'enfance, mais on sait très bien, les documents du gouvernement le confirment, le gouvernement sous-finance tous les autres services offerts sur les réserves. L'éducation, la santé, santé mentale. Donc, moi, je ne voudrais pas m'asseoir sur une chaise qui a une bonne patte et 3 autres pattes cassées. Ça, c'est la situation des enfants des Premières Nations pour l'instant. Il y a peut-être quelque chose qui ressemble à l'égalité pour les services d'aide à l'enfance, mais tous les autres services sont encore discriminatoires. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne encore des résultats, des outcomes inégaux. Et les enfants autochtones, c'est pas comme s'ils peuvent vivre leur vie dans les différents compartiments et dire « Ah, je suis égale en aide à l'enfance, mais j'ai la discrimination. » Tout est interlié. Et tant qu'il n'y a pas l'égalité en éducation, en logement, en santé, il va continuer à avoir des effets, des résultats en aide à l'enfance vont continuer à faire en sorte qu'il va y avoir plus d'enfants dans le système, plus d'enfants de Première Nation dans le système d'aide à l'enfance, parce que la chaise est cassée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une option, c'est de faire des plaintes pour toutes les autres pattes sur les différents services, puis demander des ordonnances du tribunal pour tous les services qui sont sous-financés. C'est une option. L'autre option, c'est le plan Spirit Bear. Donc, Spirit Bear, c'est comme notre mascotte. C'est quelqu'un, c'est un toutou qui a été donné par des membres d'une communauté qui est là depuis le début. Il est venu à chaque journée d'audience. Chaque fois qu'on est en cours, il est comparu devant la Cour suprême. Il est un membre honorifique de la Société de Common Law de l'Université d'Ottawa. Il est un barrister de Osgoode Hall. Il est très bien décoré. En fait, je suis un peu jalouse. Sur Twitter, il est très populaire. Il y a plus de gens qui suivent Spirit Bear que moi. Donc, Spirit Bear est devenu vraiment le symbole des jeunes dans notre cause. Et c'est très important pour nous, comme des avocats. Quand on était dans la salle d'audience, puis on parlait, tu sais, on avait nos gros documents Excel, puis on parlait de politique, puis on voyait le toutou-là, ça nous faisait un rappel, ça nous rappelait que cette cause touchait les enfants. Puis il ne faut jamais oublier ça. Et comme j'ai dit, Spirit Bear est devenu un peu une vedette. Il voyage beaucoup avec nos clientes. Chaque fois qu'on a une communauté, les gens veulent prendre des éco-portraits avec lui. Et maintenant, donc, Spirit Bear, le plan Spirit Bear, c'est justement de réparer la chaise. C'est de forcer le gouvernement de regarder proactivement tous les services qui sont offerts à des enfants des Premières Nations
et de faire l'analyse que le tribunal a obligé de faire pour les services d'aide à l'enfance. Donc, est-ce qu'ils sont équitables? Est-ce qu'ils sont culturellement appropriés? Est-ce qu'ils tiennent compte du désavantage historique, de la géographie? Et proactivement, faire la réforme de ces services-là. Parce que tant et si longtemps que ce n'est pas fait, il va continuer à avoir des résultats inéquitables pour les enfants des Premières Nations. Donc, on peut le faire en faisant une vingtaine de plaintes, qui va prendre 10 ans par plainte devant le tribunal des droits des personnes, ou vous pouvez nous aider. Donc là, je vous passe le flambeau. Et c'est ça ce qui a fait une énorme différence dans cette cause, c'était la mobilisation publique. Le gouvernement n'a pas demandé des demandes de contrôle judiciaire sur certaines décisions qu'il aurait pu ne pas faire parce que la pression politique était trop grande. Donc, c'est à vous là, de commencer à mettre la pression. Mettez la pression sur le gouvernement. Vous pouvez appuyer le plan Spirit Bear en ligne. Ça prend 10 secondes. Vous pouvez être un témoin. Vous pouvez appuyer le principe de Jordan. Ce gouvernement regarde régulièrement ce site web et regarde les chiffres. Vous pouvez vraiment faire une différence et on a besoin de votre soutien. Parce que ce n'est pas réaliste de faire 20 plaintes qui vont durer 10 ans. Ce n'est pas réaliste. Donc, je vous passe le flambeau et je vous remercie de votre attention.